Pourquoi faire une thèse? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi? Sur rien. Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur. Avant de démarrer ce nouvel épisode consacré à la soutenance, nous voulions vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous avons publié un épisode consacré aux recherches d'un doctorant qui termine actuellement sa thèse. Peut-être l'avez-vous écouté, mais cet épisode n'est resté en ligne que 2 jours, et ce doctorant nous a demandé de le retirer, ce que nous avons fait. Du coup, c'est peut-être le moment de vous parler de comment on recueille la parole de nos collègues doctorants et doctorantes. On prépare l'interview en amont, puis on enregistre, et avant de publier, on fait réécouter à la personne que nous avons rencontrée, et elle peut demander des coupures si elle n'est pas à l'aise avec certains passages. Ce sont des conditions nécessaires pour permettre de recueillir la parole d'une population qui est parfois vulnérable, car isolée, qui a la pression de faire un sans faute et de se construire le CV de rêve pour être recrutée. C'est une parole qui explique la science en train de se faire et l'expérience doctorale que Thésard vise à diffuser. Pour ce doctorant, ce retrait a été motivé par des craintes que sa parole ne soit entendue par des oreilles aux responsabilités académiques importantes et ayant un poids sur son recrutement futur. Et nous voulions revenir là-dessus, car les conditions de réalisation de la thèse sont telles que parler est loin d'être évident. Il y a de moins en moins de postes, la loi de programmation de la recherche est passée par là, et prendre la parole fait peur. Mais cette prise de parole des doctorantes et doctorants nous tient à cœur, et elle nous semble plus que jamais importante, notamment dans un moment où les sciences humaines et sociales semblent décrédibilisées. Et maintenant, je laisse la parole à Marianne pour vous présenter l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la soutenance de thèse pendant la pandémie. Comment ça se passe de soutenir à distance? À quoi faut-il penser? Que faut-il prévoir? Finalement, qu'est-ce que ça change par rapport à une soutenance classique? Et c'est quoi déjà une soutenance? Nous avons voulu répondre à ces questions avec 3 docteurs ayant soutenu pendant la crise du Covid-19. Nous nous sommes rencontrés sur Zoom en février 2021 et nous avons échangé avec Jeanne, la moitié de Thésard, docteur en sciences politiques, Adrien, docteur en sociologie que vous avez déjà entendu dans le premier épisode de Thésard, et Alice, docteur en art qui nous avait contactés pour en discuter avec nous. On y aborde à la fois des questions pratiques, mais également la façon dont ils et elles ont vécu cette soutenance particulière. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par un petit tour de table. Alice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle donc Alice. J'ai soutenu ma thèse il y a quelques jours, à peine, donc au tout début du mois de janvier. Je suis de la section 18 et je travaille sur les nouvelles pratiques liées à l'image contemporaine et les réseaux sociaux. Et je suis aussi chargée de cours à la Sorbonne. Jeanne? Bonjour, mais moi c'est Jeanne, du coup la partenaire de Marianne dans le podcast Thésard. Moi j'ai soutenu le 19 juin dernier et en sciences politiques. Et donc ma thèse porte en fait sur les formes de gouvernement de l'autorité palestinienne à l'aune des stratégies agricoles et de l'eau dans les territoires palestiniens. Et Adrien, qu'on connaît déjà un petit peu, puisqu'on l'a entendu dans le premier épisode de Thésard. C'est ça. Du coup, j'ai soutenu ma thèse le 2 juin dernier en sociologie et donc sur les questions de handicap, comme on avait déjà parlé. Pour commencer, on va aborder peut-être la toute première question. C'est qu'est-ce que c'est en fait une soutenance pour les auditeurs et auditrices qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce que c'est ou à quoi ça sert? En gros, la soutenance, c'est la fin de la thèse, quoi. C'est là où on présente notre travail devant un jury, normalement devant ses proches, sa famille, ses amis. Donc là, on va en discuter. Et puis pour moi, c'est surtout plus un exercice en fait de présentation orale plus que vraiment un gros enjeu pour la thèse, puisque l'enjeu, ça a été les pré-rapports qui autorisent ou non la soutenance. Mais une fois que la soutenance est autorisée, on sait que généralement ça va bien se passer. Ce qui est assez stressant, c'est toute la partie aussi discussion pour essayer de répondre aux questions, parce qu'il y a la première partie de présentation, ensuite la discussion.
Mais voilà, la soutenance, c'est quand même un rituel de passage pour terminer la thèse et être docteur qui est assez important mais qui a pas vraiment un gros enjeu, on va dire, sur le diplôme une fois que la soutenance a été autorisée. Alice, Adrien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter quelque chose dont on parlera aussi. Effectivement, c'est aussi un moment de rencontrer peut-être en vrai des gens à partir desquels on a pu travailler. Moi, en tout cas, c'était mon cas, un auteur sur lequel je me suis beaucoup appuyée, qui a accepté d'être dans mon jury. Donc, j'étais un peu effondrée de ne pas avoir l'occasion du coup de le rencontrer vraiment. Et je pense qu'on va dire en termes très, très prosaïques, c'est du networking aussi, de rien. Ça permet déjà d'entamer la continuité en dehors des accolades. Et en tout cas, pour ma part, je pense qu'on va y revenir, ça a été un immense sujet de frustration. Voilà. Et donc, votre point commun à vous trois, c'est d'avoir soutenu pendant la crise du Covid, donc la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un peu plus en détail comment ça s'est passé, quand vous avez soutenu et dans quelles conditions ça s'est déroulé? Adrien, tu veux commencer? Ok. Du coup, j'ai soutenu le 2 juin 2020, ce qui signifie que j'ai rendu ma thèse le 2 avril, donc en plein confinement, pendant le premier confinement. Et le 2 juin, c'était au début du déconfinement, puisque c'était le jour où les gens avaient le droit pour la première fois de passer d'une région à l'autre, le 2 juin 2020. La soutenance s'est évidemment faite complètement en visio, mais la petite subtilité, c'était que on pouvait quand même sortir, se regrouper à quelques-uns, etc. Donc, j'ai fait une soutenance en visio avec l'ensemble des membres du jury, mais avec quelques personnes, quelques proches à domicile, derrière l'ordinateur. Et je pense que ça a énormément joué sur mon vécu de la soutenance. Je pense que j'ai eu énormément de chance par rapport aux soutenances que j'ai vues. Je pense à un point dont on reparlera peut-être, mais il y a eu assez peu de problèmes techniques et globalement, je garde un assez bon souvenir de la soutenance que j'ai faite. Alice? Donc, pour ma part, j'avais eu la chance d'avoir pu organiser une soutenance blanche. Peut-être qu'on en reparlera aussi de l'implication du directeur, de la directrice de thèse. Pour ma part, elle a été absolument fondamentale. Et ce qui m'a permis déjà d'envisager tous les problèmes techniques qu'on pouvait avoir, comme j'avais en l'occurrence un jury qui venait aussi d'Amérique du Sud, les problèmes d'écoute, tout ça. Donc, on avait déjà pu anticiper, ce qui m'a permis d'arriver rassurée sur la possible déconnexion, par exemple. Donc, on avait une room de secours où éventuellement, on pouvait juste se retrouver entre membres du jury et puis moi-même. Donc, sinon, au niveau des conditions, donc, je l'ai passé seule. J'ai choisi, j'aurais pu avoir des gens avec moi, j'ai préféré être seule. C'est aussi parce que mon espace ne se prête pas particulièrement à accueillir tant de monde. Les conditions de passage de thèse étaient pile dans mon sujet. Donc, j'étais sur la question de la rencontre à l'écran, de l'altérité, tout ça. Donc, j'étais dedans et j'ai pu éprouver mes dires, pas pour le meilleur, parce que je trouvais ça très difficile. Très difficile de ne pas avoir l'engagement corporel des gens. Il y a un peu, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cet exercice pour les jurys de faire semblant de ne pas écouter. J'ai toujours vu ça aux soutenances, ils sont sur leur téléphone, leur ordi. C'est encore plus violent quand c'est à l'écran comme ça. Parce qu'on les voit vraiment, on se dit qu'est-ce qu'il fait, il consulte ses mails. Et ça m'a troublée, ça a pu me couper la parole une fois ou deux. Donc, c'était difficile. C'est aussi l'organisation spatiale, toutes ces petites cases. On ne sait pas où regarder vraiment. Donc, du coup, en tout cas, pour ma part, je regarde l'espèce de point vert. Là. Je sais que la caméra s'allume, mais l'autre chose que j'ai trouvé très violente, c'est l'écran noir derrière. Je pense qu'on en reparlera peut-être. Mais ça a été, pour moi, ça a été assez horrible. Ce vide d'un coup. Bon, déjà, le soulagement d'avoir passé, et puis tout ça pour ça. En tout cas, pour moi, c'était le mot final. Oui, l'écran voilà. noir, tu veux dire le fait qu'après la soutenance, c'est fini. C'est ça, mais c'est fini. Comme j'étais seule, en plus, il y avait une espèce de vide qui a été comblé par des appels téléphoniques, mais c'est pas. Même si ça dure une demi-seconde, c'était assez étrange comme sensation.
Donc voilà, donc pour ma part, ça a été une soutenance un peu, je l'ai senti un peu usurpée, enfin pas totale. Jeanne? Mais moi, du coup, ça a été assez particulier parce que donc j'ai soutenu le 19 juin 2020, donc pareil, au même moment qu'Adrien, c'est-à-dire qu'on sortait du confinement et les bars, moi, et les restos étaient ouverts. Et donc, en fait, pour des questions de problèmes d'organisation à l'université, parce que mon université venait de rouvrir, mais en fait, rouvrait que jusqu'à 18h. Et en fait, moi, j'avais un jury international, donc je pouvais pas commencer avant 16h ma soutenance. Et donc, c'était impossible de la faire dans les locaux de l'université. Donc, je me suis retrouvée à faire ma soutenance dans un bar. Donc j'avais privatisé en fait à mes frais, hein, du coup, l'étage d'un bar. Et du coup, j'ai dû organiser moi-même tout ce qui était logistique pour la soutenance. Et donc là, malgré le soutien de ma directrice de thèse qui a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'on fasse la soutenance à l'université, que je puisse bénéficier de l'appui technique et informatique qui était prévu pour ça. Mais bon, ça n'a pas marché. Et du coup, on a dû se débrouiller toute seule. Donc, par exemple, j'ai dû créer une chaîne YouTube pour essayer de gérer la rediffusion en live pour une partie de ma famille qui pouvait pas être là, pour des amis, etc. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une présidente qui a été vraiment super dans mon jury. Une semaine avant, en fait, on a fait des tests avec tous les membres du jury pour vérifier que tout fonctionnait, que tout le monde était à l'aise, etc. Donc, elle a quand même pris de son temps pour préparer tout ce qui était aspect technique, parce que sinon, en fait, c'était moi qui tout gérais, vraiment les connexions, le compte Zoom professionnel que je n'avais pas, donc j'ai dû payer aussi. Et donc voilà, ça a été, en gros, ça a été une soutenance assez chaotique du point de vue technique et en fait surtout stressante parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait un truc qui foire et que ça soit moi du coup qui soit la seule responsable de ça et que en fait je doive me débrouiller toute seule. Dans cette malchance, il y a eu le fait que on n'était plus en confinement. Donc dans ce bar, j'ai eu le droit d'avoir au moins mes parents, ma tante, une cousine et mon mari, qui était aussi, qui est aussi restaurateur et qui est restaurateur en face de ce bar. Donc du coup voilà, on a quand même réussi à recréer un espèce de petit cocon un peu festif autour de la soutenance. Mais je rejoins Alice où pour moi, à un moment donné, ça a été aussi un peu un deuil de me dire que la soutenance sera pas comme je l'avais imaginé et comme je l'avais vécu pour mes amis qui étaient devenus docteurs avant moi, quoi. Donc, c'est pareil, j'en garde un souvenir mitigé parce que ça s'est très bien passé. Mais en même temps, voilà, il y a toujours ce petit truc de, en fait, j'ai pas eu une soutenance comme je pensais que j'allais avoir, comme en tout cas pendant 4 ans, je l'imaginais, quoi. Il y a cet aspect, je pense que pour prolonger ce que tu viens de dire, le fait que ça s'inscrit aussi dans un ethos, une époque qui est peu propice à la joie de la recherche. Enfin, concrètement, alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? Je pense que les deux cumulés, ça fait un peu... ça a renforcé cet effet d'écran noir. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça permet d'embrayer là-dessus ou pas, mais pour ma part, j'ai beaucoup profité de cette année où je me suis retrouvée enfermée. J'avais mes cours en distanciel et moi, ça m'a été profitable de travailler de cette façon dans un tunnel de recherche. Du coup, la sortie est d'autant douloureuse. C'est-à-dire il n'y a plus grand-chose derrière. Moi, tous mes cours sont en distanciel. Là, pour ma part, la Sorbonne a réouvert, mais jusqu'à une certaine heure, 18h aussi. Or, mes cours sont de 17 à 21. Donc, je l'ai dans l'os, je peux rencontrer personne. En face, on ne peut pas me rencontrer non plus. Donc, il ne reste finalement que des écrans, quoi qu'il arrive. Et c'est même mon diplôme est écranique. J'arrive pas à avoir la version papier. Bon, bref, voilà, c'est la blague jusqu'au bout. Mais je pense que c'est important aussi de remettre ça dans une temporalité qui est à plusieurs titres difficile. C'est pas seulement le Covid, c'est aussi les perspectives qui se surajoutent, c'est les difficultés techniques. Ça a été, je pense, pour tout le monde, l'angoisse première, avec plus ou moins aussi de soutien des institutions. Mais je sais que c'est pas équitable et en tout cas pour ma part, je dois vraiment rendre hommage à mon directeur de thèse qui lui a un compte Zoom, je crois qu'il le paie lui-même d'ailleurs, mais c'est lui qui a organisé ma soutenance. Parce qu'effectivement, sinon je me trouvais un peu désarmée, quoi. Donc, Non, moi ça a été assez un fiasco en fait, parce que en fait comme Adrien, ça a été compliqué parce que j'étais à l'étranger, parce que j'ai enchaîné un postdoc en mars.
Donc j'ai terminé ma thèse aussi en confinement, mais à l'étranger. Et donc j'ai dû aller poster, enfin c'est mon mari qui allait poster ma thèse qui était restée en France fin avril pour les membres du jury. Et normalement c'est mon labo qui se charge des envois et qui prend en charge les envois. Et donc là, pour vous dire, ça fait donc ma thèse a été postée le début mai, peut-être le 2 mai. Et à ce jour, je n'ai toujours pas reçu le remboursement de mes frais qui étaient quasiment à 300 €, quoi. Et donc en fait, moi, ce que je trouve assez compliqué, c'est ce non-soutien qu'il y a eu, en tout cas à ce moment-là, de l'université, et c'est l'absence de réponse aussi face à cette situation, c'est-à-dire que, bah en fait, il fallait se débrouiller toute seule, quoi. On n'avait pas de réponse, même l'école doctorale n'avait pas de réponse non plus à me donner. Ma présidente m'a demandé est-ce qu'il y a des consignes particulières de l'école doctorale pour le déroulé de la soutenance en visio, pour être sûr que tout se passe bien et qu'on respecte les règles. Et en fait, quand j'ai demandé à l'école doctorale, on m'a dit, bah en fait, on n'a rien. Donc, à la fois, c'est pas très sérieux et à la fois, on se sent complètement abandonné, quoi. Enfin, moi, c'est ce ressenti que j'ai eu, c'est que ma soutenance, il y avait que moi pour la gérer et mon jury qui a été super compréhensif. Mais sinon, niveau soutien institutionnel, c'était zéro. Et j'ai pas l'impression, en tout cas moi, dans mon université, que ça ait beaucoup changé depuis, malheureusement, alors que ça fait des mois qu'on est quand même dans cette situation-là. Mais en tout cas, au tout début, ça a été le vide absolu. C'était comme si tout le monde se refilait mes questions, mais que personne ne répondait, quoi. Là-dessus, je pense que pour le coup, j'ai eu de la chance, c'est que mon école doctorale était un peu plus structurée. Je pense qu'ils avaient, en tout cas, par exemple, ils avaient un logiciel où ils avaient décrété tout le monde doit faire ses soutenances sur ce logiciel et aucun autre. C'était pour le coup Big Blue Button. Par contre, il y avait ordre de n'utiliser que celui-ci et si ça marchait pas, tant pis, il fallait insister. Mais du coup, ils avaient un logiciel avec une licence. Mon directeur de thèse avait réuni l'ensemble du jury pour faire tester le logiciel plusieurs jours avant, pour voir que ça marchait bien pour tout le monde. Donc là-dessus, l'école doctorale avait commencé à donner des consignes. Je pense que j'étais une des premières thèses à soutenir après tout le moment où ils ont décalé les thèses. Donc c'était encore un peu balbutiant, mais là-dessus, j'ai eu de la chance. C'est marrant, Alice, tu mentionnais le fait que même ton diplôme, il était dématérialisé. Je pense que moi, un des trucs qui me frustre, c'est qu'il existe à ce jour aucune version de ma thèse en papier. Il n'y en a aucune qui a été imprimée. J'ai tout envoyé en PDF aux membres du jury et il n'existe pas de version papier de mon travail à ce jour, nulle part. Je trouve ça un peu perturbant. Mais en tout cas, pour la soutenance, j'ai eu de la chance. L'école doctorale avait fait un peu son travail. Il y avait des règles. Il y avait quelques trucs qu'il fallait absolument tenir. Des choses assez drôles. Par exemple, on avait un papier à remplir indiquant qu'on attestait sur l'honneur qu'on répondrait seul aux questions pendant la soutenance de thèse. Et c'était la phrase qui était inscrite, c'était « Je déclare sur l'honneur ne recourir à aucune aide extérieure lors de cette même soutenance ». Bon, comme si des gens allaient nous souffler les réponses pour une soutenance de thèse, ça paraissait complètement décalé. Mais en tout cas, ils avaient mis en place, même si elles sont discutables, un certain nombre de normes et de règles à l'échelle de l'école doctorale, quoi. Et Jeanne et Adrien, du coup, vous soutenez en juin, mais les dates de soutenance, elles sont prévues très en amont, on le sait, pour réserver des créneaux dans les agendas des jurys qui sont souvent assez surbookés. Est-ce que ça s'est posé pour vous la question de décaler ? Ouais, alors moi, ça a été une grosse question, mais vraiment quasiment jusqu'à ce que je reçoive les pré-rapports en fait de mes 2 rapportrices, parce que en fait à la fois parce que vu que les consignes n'étaient pas claires, j'arrivais pas à me rendre compte si en septembre effectivement ça allait revenir à la normale. Donc du coup je savais pas trop. Et en même temps, ça a été très difficile pour moi d'accepter de faire en visio parce que voilà, c'était accepté que j'allais pas avoir la soutenance qui était comme je l'avais rêvé en fait pendant ces années. Et puis comme Alice le disait, c'est-à-dire que à la fin en plus on fournit un tel effort pendant la rédaction, on est quand même content et puis on a envie d'être fier de présenter notre travail. Et en fait là pour moi c'était tout ça qui s'écroulait. Et ça a été vraiment une énorme hésitation que j'ai eue. Et à un moment donné, j'ai failli la décaler. Clairement, j'ai dit à ma directrice,
pour moi, c'est trop compliqué psychologiquement à envisager de faire ça qu'en visio. Enfin, j'arrivais pas à m'imaginer. En plus, c'était même pas sûr que ma famille puisse venir. Enfin, en fait, ça se profilait vraiment en soutenance dans mon salon, un peu comme Alice. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à l'envisager. En plus, à ce moment-là, j'étais à l'étranger seule, donc je pense que ça n'a pas arrangé non plus. Et puis après, en fait, je me suis dit, j'ai envie que ça soit fini avant l'été. J'ai juste envie que ça s'arrête avant l'été. Et puis au final, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'en septembre, je pense que ça aurait pas été différent, en fait, au final. Et j'aurais juste traîné la soutenance jusqu'en septembre, la thèse dans ma tête jusqu'en septembre. Et voilà, au final, je le regrette pas. Mais sur le moment, ça a été vraiment une décision qui a été moralement très dure à prendre, en fait. Je ne pensais pas que ça avait autant d'importance, mais au final, si, il y a vraiment eu cette question qui s'est posée et ça n'a pas été facile de me dire bon, bah allez, c'est bon, je la passe en visio, allez, c'est pas grave. Parce que en même temps, c'était les premières aussi. Donc, moi, dans mon cercle d'amis, j'avais une copine qui avait soutenu 3 mois avant, en mars, début mars, juste avant le confinement. Et voilà, c'était encore l'ambiance festive, où on se retrouve tous à aller l'écouter, etc. Donc, vu que c'était la première fois et que j'en avais encore jamais vu, et ben du coup, voilà, c'était aussi l'appréhension de qu'est-ce que c'est de soutenir en visio. Ça se trouve, je vais être la seule, et puis ensuite, en septembre, tout le monde va reprendre une vie normale, donc il y aura que moi qui aurai une soutenance en visio. C'est pas juste. Mais voilà, ça a été... Il y a eu plein de questions qui se sont vraiment posées, et puis bon, bah au final, je regrette pas, mais c'est vrai que c'était pas facile. Pour le coup, tu soulèves un truc intéressant. Tu dis, enfin, si j'ai bien compris, que tu as eu la chance ou l'opportunité de voir d'autres thèses en visio, d'autres soutenances de thèses. Moi, j'en ai pas vu. Tout a été décalé. Je voulais pas atterrir dans des choses au hasard comme ça. Je voulais voir dans mon domaine vraiment. Je ne sais pas à quel point il y a des normes différentes. Enfin bref. Et c'est pour ça aussi que la soutenance blanche a été fondamentale pour ma part, parce que si j'avais déboulé sur place, en plus je me suis super plantée sur la soutenance blanche. Donc ça a été d'autant plus important, et je pense que s'il y a un conseil que je retiens de tout ça, c'est dans la mesure du possible de le faire pour envisager l'outil. Je pensais être prête, c'est comme donner un cours, pas du tout. Le stress nous fait parler différemment, on est chronométré plus ou moins, donc enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, donc je pense qu'il faut ruser et peut-être même imposer la soutenance blanche. Je sais que ça se fait pas toujours et ça me semble absolument fondamental. Pour ceux qui vont soutenir bientôt, faites-le, c'est hyper important. C'était une petite recommandation. Je suis totalement d'accord, même que ça soit en visio ou en présentiel, il faut une soutenance blanche. Enfin, il faut en tout cas s'entraîner plusieurs fois avec des personnes. Et en visio, c'est encore plus important. Et c'est vrai que moi, ça a été un choix à un moment donné, en mai, quand il y a eu des soutenances qui ont repris en visio, où en fait, je me suis connectée aux soutenances, même si ça n'a rien à voir avec mon sujet. En fait, c'était juste pour voir comment ça se passait et les différents problèmes qu'il pouvait y avoir, etc. Et en fait, ça m'a aussi aidé à du coup appréhender différentes questions sur la visio que je m'étais pas forcément posées. Les questions de rediffusion, etc. Enfin, plein de trucs. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi un peu à déstresser et à me dire, bon, ça va bien se passer, même s'il y a eu des couacs techniques, mais c'est vrai que pour moi, ça a été important de regarder. Et puis la soutenance blanche, c'est quelles que soient les conditions de soutenance, il faut, ça c'est sûr, c'est un conseil, il faut en faire une, quoi. On se lance pas dans une soutenance sans avoir répété au moins un minimum une fois devant, en conditions quasi réelles, quoi. Adrien, tu voulais réagir sur cette question du décalage ou non, peut-être ? La question s'est posée avec cette idée qu'en septembre ou octobre, tout irait bien et toutes les soutenances seraient en présentiel. Je pense que la question s'est posée, mais pas tant que ça, parce que je crois que j'étais dans l'idée que je l'avais fini, il fallait que je m'en débarrasse et je pourrais jamais passer à autre chose tant que j'aurais pas soutenu. Et je voulais faire autre chose de ma vie, avoir un été, fallait que je trouve un travail, que je fasse autre chose, quoi. Et donc, il fallait que je m'en débarrasse. Et donc, l'envie de finir avec ce truc a été plus forte que se dire on attend pour voir peut-être. Après, il y avait un, entre guillemets, accord qui avait été passé avec mon directeur de thèse, avec l'idée que, puisqu'on ne pouvait pas faire des soutenances en présentiel, ce qu'on allait faire, c'était à la rentrée, une fois que tout ça serait passé, on ferait des espèces
de pseudo-soutenance, mais ouverte au public, où le public pourrait poser des questions et sans forcément la présence du jury. Mais après la soutenance, des espèces de pseudo-conférences pour les doctorants qui avaient soutenu, en pouvant, à cette occasion, du coup, inviter la famille, etc. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu, mais c'était un peu l'idée qui était ressortie de ça pour pallier ce manque possible de la soutenance en visio. Et justement, une soutenance en visio, comment on s'y prépare? Est-ce que vous avez eu, on parlait tout de suite de la soutenance blanche, mais à part ça, est-ce qu'il y a eu pour l'un ou l'une d'entre vous des formes de préparation particulières, que ce soit débriefer avec le jury? Donc je sais que Adrien, tu as dit que le jury avait déjà testé l'outil. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez particulièrement préparées en amont qui n'auraient pas forcément eu lieu pour une soutenance en présentiel? Pour ma part, ça a été de prévoir la room de secours s'il y avait des problèmes de bande passante ou voilà, où il n'y aurait pas de public, c'était fermé, c'était pas souhaitable, mais c'était juste avec le jury et moi-même pour pouvoir terminer la soutenance quoi qu'il arrive. Donc c'était aussi envisager cette possibilité, donc sur un autre logiciel. Moi, j'ai eu du coup la question de la rediffusion. Parce que je me suis lancée dans une rediffusion YouTube, hein, c'est bien, Jeanne est devenue youtubeuse à une semaine de sa soutenance. Donc c'était assez, enfin vraiment je me suis mise à regarder des tutos. Je conseille pas, hein, parce qu'une semaine avant la soutenance, on a autre chose à faire, notamment des questions à préparer, un PowerPoint à terminer. Mais voilà, je voulais absolument qu'il y ait une rediffusion possible. Et il s'est posé la question effectivement du jury, est-ce qu'il voulait être bien diffusé en live sur YouTube. Bon, alors c'était moi qui contrôlais le lien, mais voilà, il me fallait aussi leur accord, et j'ai eu une des membres du jury qui a fait par téléphone en fait sur Zoom, qui voulait pas avoir sa tête affichée. Et donc ça, c'était sur le point technique. Et par contre, moi, sur le point de vue de la préparation, en fait, avec ma directrice, on a quand même fait un peu plus gaffe au PowerPoint. Parce que, en fait, le jury aussi allait être derrière son écran. Ils allaient pas me voir en vrai. Et donc, fallait que le PowerPoint, il requiert pas non plus toute leur attention. C'est-à-dire que il fallait à la fois qu'il soit encore plus utile qu'en présentiel, parce que ça allait être leur point de repère à l'écran. Mais il fallait pas que ça devienne qu'ils se mettent à lire les diapos sans m'écouter, enfin qu'on perde une connexion en fait qui est déjà super difficile à avoir à travers un écran. Parce que quand on est en présentiel, on accroche le regard un peu du jury. Enfin, c'est des techniques qu'on donne en présentation orale, c'est que on garde le contact visuel avec les jurys. Sauf que là, comme le disait Alice, en fait, tu regardes ton point vert et puis tu sais pas trop en fait qui t'accroche derrière ton écran. Donc ça, c'est super compliqué. Sur cet aspect point vert, je pense que ça mérite une petite précision. En fait, je m'étais rendu compte, en m'entraînant moi-même, je m'étais enregistrée en train de préparer, de dire mon texte avec des gens. Je m'étais rendu compte qu'en regardant quelqu'un, parce qu'on a envie de s'accrocher au regard de quelqu'un qui lui regarde droit devant, et que mon regard était en biais, et c'était assez déplaisant. On m'avait fait la remarque. Du coup, c'est vraiment cette idée de regarder bêtement en face, donc de ne pas regarder les gens, mais pour qu'on ait l'impression de les regarder. Et ça mérite peut-être aussi un petit entraînement. C'est voilà, d'éviter de regarder le regard de biais. Adrien, est-ce que tu as un élément là-dessus sur comment tu t'es préparé, ou d'ailleurs pas particulièrement? J'ai pas tant de souvenirs, pas particulièrement. Je pense que ce que je me souviens avoir préparé, c'était un peu comment rendre mon salon acceptable pour une soutenance. En fait, la soutenance, elle va être dans mon salon. Qu'est-ce qu'on allait voir derrière? Bon, on n'allait pas étendre le linge, quoi. Genre, des livres, c'est bien. Tous les chercheurs font ça tout le temps. Les livres, ça ira très bien. Voir où est-ce qu'on mettait les invités dans la pièce. Qu'est-ce que je gardais sur moi, sur mon bureau. Réorganiser tout le salon, tout l'espace du salon pour le cadre de la soutenance. Mais mis à part ça, pas tant, puisque même pour le coup, moi aussi, j'ai fait des soutenances blanches, mais on les a fait en présentiel. Et en plus, c'était avec des amis. On a formé un groupe de 4 ou 5 personnes qui allaient toutes soutenir dans les semaines qui allaient venir. Et on a chacun fait une soutenance blanche, chacun notre tour, en discutant, en s'échangeant les rapports pour essayer de se poser un peu des questions pièges, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendiez particulièrement quand vous pensiez à cette soutenance en visio qui allait se tenir,
un truc, un point noir en particulier? Donc, on a un peu parlé tout à l'heure de l'écart entre la soutenance qu'on a imaginée pendant plusieurs années, de 3 à 6 ou même plus parfois. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'il y avait d'autres appréhensions? Moi, ma grande crainte, c'était les problèmes techniques, mais je pense pour tout le monde. Et j'ai vu des soutenances qui ont commencé plus d'une heure en retard parce qu'un membre n'arrivait pas à se connecter, qu'on changeait de logiciel, où on n'entendait pas les gens qui parlaient, etc. Vraiment, c'était ma grande crainte, c'était ma peur. Je pense que c'était la raison pour laquelle j'aurais pu décaler ma soutenance. C'était la peur des problèmes techniques avec la visio et où je trouvais le logiciel en plus instable et où j'avais l'impression que ça marcherait jamais comme il fallait. Et finalement, ça a été. Ouais, il y a autre chose que je craignais, en plus de ce qui a été dit, effectivement, qui est le premier problème, c'est les gens qui ne coupent pas leur micro et qui assistent. Et donc là aussi, il a fallu sévir. Mais, et c'est désagréable de devoir, enfin, mon directeur de thèse qui doit dire aux gens un peu de façon insistante, merci de couper. Ça ne met pas dans des dispositions de détente. Voilà. Mais il y avait ce truc aussi, effectivement, les gens distraitement. Voilà, donc peut-être penser aussi à dire ça au préalable. Ben moi, c'est vrai qu'évidemment, il y a eu les problèmes techniques je pense, en préoccupation numéro 1. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit bug quand même pendant la présentation, donc qui m'a un peu déstabilisée. Mais bon, au final, j'en ai rigolé après parce que, bon, voilà, c'était inévitable. Et on a commencé à l'heure, donc c'était déjà bien. Et puis bon, le jury a été aussi hyper compréhensif, donc il y a ça aussi. Mais moi, j'ai pas eu ces problèmes de micro parce que j'ai fait en fait, on avait choisi avec le jury de ne pas diffuser le lien Zoom à d'autres et que c'était uniquement la rediffusion YouTube. Mais par contre, ça a posé un autre problème qui m'a un peu stressée, c'est qu'il fallait que je contrôle que les délibérations ne soient pas publiques. Parce que normalement, l'université se charge parce qu'ils ont un truc spécial où ils coupent pendant qu'on fait les délibérations, etc. Ou sinon, on sort de la salle quand c'est en présentiel. Et sauf que là, à un moment donné, j'ai failli oublier de dire au jury, changez de salle virtuelle sur Zoom pour vous isoler, parce que sinon, en fait, tout le monde va vous entendre. Et là, ça aurait compromis clairement la soutenance, parce que les délibérations ne sont pas censées être publiques. Et donc, en fait, ce qui me faisait penser à ce qu'Adrien disait, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de petits trucs qui viennent s'ajouter auxquels il faut penser quand on passe en visio, en fait. Que ce soit la maîtrise de son environnement. Moi, à un moment donné, par exemple, à l'étage du dessous, au bar, il y a eu plein de bruit, je sais pas ce qui se passait, mais tout d'un coup, du coup, ça a fait monter un stress parce que je maîtrisais plus mon environnement. J'étais pas dans une salle de l'université où c'était hyper calme, où en fait c'était très très respectueux du moment qui se passait. Parce que là, j'étais dans un endroit où, en fait, voilà, les gens qui étaient en bas, ils s'en fichaient clairement de ce que je faisais en haut, moi. Donc, il y a toute cette maîtrise de l'environnement, ce qui se passe derrière. Est-ce que j'ai pas mon linge sale? Est-ce que j'ai pas ma vaisselle? Et tout ce qui est problème technique, en fait, où c'est plein de petits trucs qui viennent s'ajouter, auxquels on n'était pas préparé et auxquels on nous prépare pas quand on est en présentiel. Parce que tout ce côté-là, on le gère pas. Et du coup, c'est ça qui est assez chronophage aussi dans la préparation de la soutenance, où en fait, on n'est pas centré que sur la thèse et que sur notre performance dans la soutenance. Il y a vraiment toute cette maîtrise à la fois de l'environnement et en même temps du truc virtuel où on se dit, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis et qu'on perde pas un membre du jury en plein milieu de la soutenance, quoi. Donc, ça a été différentes appréhensions. Et puis après, sur le point de vue vraiment de la soutenance, mais je pense qu'il vaut aussi en présentiel, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup stressée, c'était la discussion avec le jury. Parce que la présentation, je sais que ça allait. Mais la discussion, évidemment, j'avais très peur des questions qu'on allait me poser. Je me suis dit, mais mon Dieu, je vais jamais réussir à répondre à leurs questions. Enfin, en fait, je me voyais tellement comme encore une bébé doctorante que je me disais, mais je vais jamais réussir. Et quand je voyais des soutenances d'autres amis juste avant, je me disais, mais oh là là, ils sont trop forts, enfin, ils sont trop intelligents, ils répondent aux questions, ils lancent des références comme ça, mais moi, je vais tout oublier. Et en fait, c'est que ça se prépare. Et c'est important de se faire des fiches mémo, par exemple, pour les discussions, des concepts clés qu'on a mobilisés, des auteurs clés, etc. Mais c'est vrai que moi, la discussion avec le jury, ça a été un point de gros stress quand même avant la soutenance. Et je pense que ça, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est assez partagé, mais ça se prépare.
Et je pense qu'il faut pas négliger cette préparation. Parce que ça permet que si on a une question qui nous déstabilise, en fait, de se raccrocher à quelque chose et voilà, de se raccrocher aux notes qu'on a préparées, de se raccrocher à quelques références qu'on avait notées, etc. Et donc, on prépare pas uniquement une présentation, il faut absolument préparer la discussion, non seulement avec les pré-rapports qu'on a, parce qu'il y a généralement, les rapporteurs ou les rapportrices évoquent des questions, mais aussi justement avec la soutenance blanche, où en parlant avec d'autres personnes, on va te poser une question, et du coup, tu vas te dire « Ah, mais tiens, j'avais pas pensé à cette question-là, donc il faut que je prépare quand même sur ce thème-là. » Moi, j'avais fait des thèmes, en fait. Et je pense que ça, c'est important de pas faire l'impasse sur la préparation de la discussion, parce qu'en fait, on n'y va pas comme si on allait discuter dans un café, quoi. Donc, c'est important d'anticiper le maximum de questions et de couvrir un peu des grands thèmes de sa thèse. Et du coup, Jeanne, on aborde le sujet des difficultés qu'il y a eu. Donc pour toi, ces éléments extérieurs et la question de l'aide délibération. Est-ce que Alice, Adrien, vous avez eu des difficultés en particulier le jour J au moment de la soutenance? Alors pour ma part, pas des difficultés liées intrinsèquement aux conditions écraniques, mais plutôt, je pense, la classique liste de tous les auteurs que je n'avais pas cités et que j'aurais dû citer. Voilà, donc l'aspect un peu encyclopédique, j'avais l'impression qu'on attendait de moi une encyclopédie, ça m'a un peu déstabilisée pour le coup, non, même franchement, mais ça c'était effectivement dans le fil de la discussion, et je vais même rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Effectivement, c'est fondamental de se préparer. Pour ma part, ça a été carrément un mois de faire que ça, préparer la soutenance. Donc je rappelle que je m'étais vertement plantée à la soutenance blanche, donc du coup je savais tout ce qu'il fallait pas faire, ça c'était pas mal. Et effectivement, ça a été carrément relevé par la pré-rapporteure que j'avais répondu aux questions qui avaient été posées dans les pré-rapports. Ça a été distinctement soulevé, ça a été distinctement félicité. Donc, ouais, voilà, il y a fondé toute sa présentation sur ça, effectivement, les concepts clés, les choses comme ça. Voilà, et puis aussi l'aspect que j'ai un peu négligé, je pense, l'aspect et la suite. Voilà. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais l'impression d'être rincée après avoir écrit tout ça. Et j'avais du mal à envisager une suite de la recherche. Certainement dans 3, 4 mois, 6 mois. Là, tout de suite, j'ai un peu envie de passer à autre chose aussi sur cet aspect. Et j'ai trouvé que c'était assez difficile comme question, même si je savais qu'elle allait arriver. Donc, voilà, c'est ces deux choses. Mais rien de relatif à l'écranisation en particulier, au-delà de ce qui a déjà été évoqué. Pareil, je pense qu'il n'y a pas eu de difficultés particulières. Répondre aux questions, c'est jamais évident. Je pense alors je peux pas vraiment comparer puisque j'ai pas fait de thèse en présentiel, mais j'ai l'impression que l'écran, ça rajoute à la fatigue et que à la fin, les dernières questions, à la fin de la soutenance, juste on n'en peut plus. Et je pense qu'il y a aussi cet effet en présentiel parce que c'est quelque chose de très éreintant, mais que c'est encore plus fort derrière un écran. Vraiment, il faut que ça se finisse. Ça prend vraiment toute l'énergie de la concentration face à cet outil qui est la visio, quoi. Et je pense, du coup, sur la fin, c'est plus difficile. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un exercice, en tout cas pour ma part, ça a duré plus de 4 heures. Et ces 4 heures de concentration sur un écran, c'est hyper dur. Donc, effectivement, c'est peut-être ça aussi, la difficulté secondaire, mais principale qu'il faut mentionner. Donc, je ne sais pas si on peut véritablement se préparer à fixer un écran pendant 4 heures, mais prévoir le litre d'eau à côté, des choses qui font qu'on n'a pas besoin d'aller se lever pendant le truc aussi. Voilà. Et moi, je voulais juste souligner un truc, c'est que le rôle du président ou de la présidente est super important encore plus en visio, parce que je sais que moi, la mienne a été vraiment très carrée. Et notamment parce que en fait en visio c'est fatigant et que c'est pas les mêmes interactions, donc il y a pas non plus l'excitation d'être ensemble et il y a pas l'excitation d'avoir les interactions face à face, et donc elle a été très stricte sur les temps de parole, et du coup je pense que ça a quand même ma soutenance a été plus courte, c'est pareil, ça a duré 4 heures, mais je pense qu'en présentiel elle aurait peut-être duré plus longtemps. Mais là c'était vraiment l'objectif, c'était voilà, on essaye de respecter les temps de parole pour pas qu'on s'éternise, parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'on va en avoir marre.
On sait très bien tous maintenant, après quasiment 1 an de réunions non-stop en visio, que déjà une réunion d'1 heure, ça va. Une réunion de 2 heures, on commence à saturer. Mais que là, voilà, moi, ma soutenance, je l'ai pas vue passer parce que j'étais tellement dedans que j'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que là, le rôle de la présidente a été essentiel. C'était de bien gérer les temps de parole. Et en visio, je trouve ça encore plus important parce qu'on décroche très facilement. Et même le public qui est avec nous, en fait, qui est aussi... Enfin, moi, de mon côté, ils étaient 3 derrière aussi l'écran. Même pour eux, il n'y a pas le même entrain dans la soutenance. Donc, voilà, il faut aussi que ça passe, ça soit un peu plus dynamique, en fait, qu'en présentiel. Et ça, le rôle du jury est essentiel pour ça, dans la conduite, en fait, la bonne conduite de la soutenance en visio. Ouais, effectivement, là, je te rejoins. Et en tout cas, pour ma part, même s'il y a eu des petits accros, je reconnais la bonne volonté du jury. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience des difficultés, du coup, une forme de sollicitude. Je les ai trouvés, je les ai trouvés à l'écoute et peut-être plus gentils qu'ils ne l'auraient été dans une soutenance en physique. En tout cas, je ne me suis pas trouvée aussi agressée par des questions difficiles que je ne le pensais au préalable. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de ce moment de soutenance, donc que ce soit à la maison ou dans un bar, que vous voulez partager? Bon, c'est ce qui a déjà été évoqué, mais je suis c'est un peu la déconfiture que le moment le plus marquant pour moi, ça a été quand tout s'est éteint. J'ai trouvé ça hyper violent. Ok, c'est bon. Les gens se sont levés gentiment derrière l'écran en plus pour applaudir, c'était super. Et puis silence. Et ça a été, voilà. On parle de la solitude du chercheur, mais là, ça a été jusqu'au bout, pour le coup. Bah, moi, je pense que le souvenir marquant, c'est juste la soutenance en elle-même, parce que jamais j'aurais imaginé soutenir dans un bar, quoi. Donc, c'était assez absurde comme situation. Mais, mais ouais, du coup, c'était ça. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit... Alors, pas un pot avec le jury, donc ça a été quand même un regret, c'est-à-dire de pas partager de moment, en fait, avec le jury. Parce que faut pas oublier que quand on compose un jury, on le compose aussi pour avoir, à un moment donné, un temps d'interaction avec eux. Pourquoi pas évoquer des pistes d'après-thèse. Et là, en fait, toute cette discussion informelle, elle passe à la trappe. Et ça, c'est assez dommage quand même. Et puis surtout, comme le disait Alice, quand on invite des personnes qu'on a vraiment envie de rencontrer et qu'au final, on peut pas. Donc ça a été un peu un regret, ça, forcément. Mais c'est vrai que le souvenir marquant, c'est juste d'avoir fait une soutenance dans ces conditions-là. Et que... mais au final, j'ai beaucoup apprécié ma soutenance. Et je pense que ce qui a joué, c'est qu'effectivement, j'étais pas toute seule non plus. Mais les conditions étaient inhabituelles. Donc je pense que même mes amis, en fait, s'en souviendront. Parce que c'était pas du tout une soutenance normale. Et un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais moi, un point positif qui est arrivé après coup, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup plus de personnes avaient pu regarder ma soutenance que si je l'avais faite en présentiel, sachant que mon université avant ne rediffusait pas les soutenances, en fait, n'enregistrait pas les soutenances, il n'y avait pas ce système-là. Alors que là, attention, sur ma chaîne YouTube, j'ai eu 120 vues pour ma soutenance. Et en fait, clairement, il n'y aurait pas eu 120 personnes dans la salle, je le sais très bien. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir élargi un peu le public de cette manière-là, même si c'est un côté un peu tristounet. Mais d'un côté, voilà, je sais qu'en fait, plus de personnes ont eu accès à ma soutenance de manière aussi plus flexible. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont venus qu'au début sur le YouTube, qui sont partis après s'ils avaient des choses à faire, alors que généralement, quand on vient dans une soutenance, c'est délicat de partir au milieu. On se sent toujours un peu impoli de devoir se lever et partir. Et donc là, il y a un peu plus de flexibilité dans l'écoute. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un point positif qu'on devrait garder, même si on est en présentiel, parce que ça élargit beaucoup le public qui est touché par la soutenance et par nos travaux, en fait. C'est ça au final, c'est ça qui est important aussi, et que la soutenance est là pour ça, c'est qu'on présente nos travaux. Et c'est vrai que c'est important de garder le public et que même si vos institutions vous disent qu'il n'est pas possible d'avoir un accès pour les publics, il faut savoir qu'il y a eu un décret qui a été passé récemment, alors je ne sais plus exactement quand c'était, mais on pourra le remettre par écrit,
que en fait les institutions doivent faire le maximum pour que la soutenance soit publique. Donc maintenant, on a quand même des outils qui permettent de le faire. Donc moi, j'ai eu le cas d'une copine où l'institution au début ne voulait pas. On lui a dit non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et en fait, elle leur a sorti ce décret-là et comme par magie, finalement, il y a eu un accès pour le public. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, si on vous dit non, c'est trop compliqué, c'est pas vrai. C'est juste que voilà, il y a des moments, il y a un peu de mauvaise volonté, mais il faut absolument le faire parce que c'est important, c'est vos recherches que vous présentez, donc il faut qu'il y ait ce regard externe du public et il faut assurer la publicité des débats dans la soutenance. Moi, ça a été le point positif, je trouve, d'une rediffusion de ma soutenance. Bah, du coup, deux éléments qu'ont soulevé Jeanne sont deux frustrations que moi j'ai du coup pour ma soutenance. Bah, déjà, en fait, sur la diffusion, j'ai l'impression que ça a un peu changé dans l'école doctorale, mais au moment où j'ai soutenu, il y avait cette volonté absolue de limiter au maximum le public pour pas que le logiciel plante. Et donc, le public était limité, je crois, à 20 personnes. Et en fait, 20, ça va assez vite. Et du coup, j'ai dû faire tout un travail. C'est vrai que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, mais un travail supplémentaire que j'ai dû faire, que j'aurais pas eu à faire si la soutenance était en présentiel, c'est sélectionner les gens que je voulais avoir à la soutenance, ne pas pouvoir diffuser. J'ai pu diffuser sur aucune liste de diffusion ma soutenance parce que j'avais pas assez de place disponible et que je voulais pas avoir à faire un tri. Donc ça, c'était une frustration que j'ai eue, c'est que finalement, il y aurait sans doute eu plus de monde, même pas beaucoup plus, mais un peu plus de monde si ça avait été en présentiel que là en visio. La seconde frustration, c'est ce que tu évoquais sur les discussions informelles avec le jury. Je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui a manqué beaucoup. En plus, il y a certains membres du jury parfois qui font un peu des appels de pied, etc. Et c'est plus facile de les reprendre et de pouvoir en discuter quand il y a un pot après, que les gens ont un peu de temps. Que là, effectivement, les membres du jury, ils s'en vont assez vite après la fin de la soutenance. Pour le coup, j'ai eu de la chance, c'est que bon, j'avais des gens avec moi, mais même les gens qui étaient sur le logiciel, mon directeur de thèse avait fait en sorte que le logiciel reste allumé. Et j'ai pu discuter avec les gens qui avaient assisté à la soutenance à distance, un peu, avec des amis, de la famille, même des gens du terrain qui étaient là et qui m'ont parlé un peu. Donc là-dessus, c'était quand même sympa. Mais ne pas pouvoir discuter plus de manière informelle avec le jury, c'est vrai que c'était aussi une frustration. Est-ce que vous auriez des conseils ou des ressources pour préparer au mieux une soutenance, que ce soit en visio ou non ? On a déjà pu aborder quelques sujets, mais est-ce que vous avez cherché peut-être à lire des choses sur Internet ou prendre des conseils que vous voudriez redonner maintenant ? Ben, je pense qu'une chose qui est bien quand même, c'est de demander à des gens qui ont déjà soutenu d'envoyer leur topo et d'en parler avec elles et eux. Et surtout d'envoyer leur topo, c'est toujours très pratique de voir comment c'est fait et comment c'est construit. Et ça aide pas mal. Moi, je suis dans... Bon, les circonstances de mon département, pas de département, pardon, ma section font qu'il y a différents types de thèses très différents. Il y a des thèses créatives, donc il y a des artistes qui soutiennent aussi. Et donc, il y en a pas mal. La personne qui soutenait à peu de choses près en même temps que moi, 2 jours plus tard, de mon laboratoire, étant un artiste, sa soutenance de thèse n'avait rien à voir. Lui devait montrer des images en tant que photographe, des choses comme ça. Donc, la dynamique était très différente. Et pour le coup, moi, je conseillerais pas de lire les textes des autres, mais ça ne tient qu'à moi. C'est parce que j'aurais peur de trop suivre. J'aurais peur de ne pas réussir à moi faire quelque chose de complètement personnel, me dire ok, il y a ce chemin de fer, faut le suivre. Mais en revanche, je me suis complètement fondée sur les pré-rapports qui ont été pour moi vraiment la grille de réponse. Et le conseil qui rejoint un peu ce qui a été dit, même s'il y a quelques désaccords, c'est d'avoir un regard extérieur ou même plusieurs regards extérieurs sur sa préparation de soutenance en fait. C'est-à-dire que avoir des amis qui ont déjà soutenu, oui, mais même des amis qui ne sont pas familiers avec votre sujet. Parce que du coup, ils vont vous poser des questions auxquelles vous n'êtes pas forcément préparé.
Ou alors dans votre présentation, ils vont vous dire mais attends, là je comprends pas bien ce que tu me dis. Ils vont pointer des raccourcis qui sont faits, qui du coup valent peut-être le coup d'être un peu plus explicités, etc. Donc le regard extérieur sur la préparation, il est assez important et ça va permettre de balayer en fait beaucoup plus de questions que si on le répète une fois ou deux, même avec son directeur ou sa directrice, parce que il vous connaît depuis longtemps, et de se confronter à d'autres regards qui jouent le jeu aussi de vous évaluer en fait comme s'ils étaient le jury. C'est assez important et ça met en confiance aussi parce que la soutenance, il faut y arriver en étant en confiance. Enfin moi c'est un dernier conseil que je donnerais, c'est de se dire que la soutenance c'est un moment où en fait on est fier de son travail, qu'on l'a fait pendant des années, que c'est le fruit de beaucoup de réflexions, d'analyses, qu'on y a mis beaucoup de soi et en fait il faut y aller en ayant confiance en soi, en ses travaux. Et pas en se disant mince, un tel m'a fait un reproche, donc je vais dire oui, mince, je suis désolée, j'ai pas fait ça. On vous demande pas de vous excuser de pas avoir fait ce que vous avez pas fait ou parce qu'il y aura toujours des critiques, mais en fait de défendre aussi vos points de vue et votre position parce qu'en fait vous êtes chercheur ou chercheuse et donc vous devez défendre votre travail. Et donc moi je sais que j'y suis partie un peu en esprit un peu combatif en me disant voilà, je vais défendre ce que j'ai fait parce que j'y crois. Et parce que je sais que je l'ai quand même assez bien fait. Et donc ne pas partir défaitiste ou en se disant mon Dieu, dans ce rapport j'ai lu ça et ça, c'était des grosses critiques, mais en se disant voilà, moi je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. On peut évidemment en reconnaissant avec des tournures assez particulières, mais qu'on nous apprend aussi en fait à dire. Mais c'est important d'y aller avec un esprit positif en fait, de se dire voilà, je suis fière de mon travail, j'y vais et je le défends. Et de prendre ça comme une discussion entre chercheurs parce que on est chercheur, on est chercheuse, donc on n'est pas un bébé devant des pontes. Je veux dire, il faut prendre ça aussi comme une discussion entre pairs en fait. Et je pense que ça c'est important de se le dire et de se le mettre en tête avant la soutenance. Je vais juste rebondir rapidement sur un truc que tu as soulevé. Effectivement, autant moi, je préférais ne pas avoir les textes de soutenance d'autres personnes, mais ça, c'est ma manière de travailler. J'ai peur d'être trop imprégnée. Autant mon texte, je l'ai soumis, je pense, à une douzaine de personnes qui ont dû subir la préparation chronométrée, effectivement, pour l'articulation. Et des gens qui n'étaient pas dans la recherche. Effectivement, tu l'as soulevé, c'est hyper important que ce soit compris aussi des non-spécialistes. Et la deuxième chose que tu dis qui est très juste, c'est que en ayant eu les pré-rapports, on sait déjà qu'on l'a à peu de choses près. Donc, c'est la formalité de la discussion. Et en fait, quoi qu'il advienne, en tout cas, même s'il y a eu des difficultés, même si ça a été frustrant, ça a été quelque chose d'agréable. Aussi parce que j'avais un jury qui était plaisant en face de moi. Il faut arriver à prendre du plaisir. Je pense que c'est le but. Voilà. Même si ça impressionne, même si c'est difficile et si on est fatigué, il y a la fatigue aussi, mais il faut arriver à prendre du plaisir et on le prend une fois qu'on est dedans. Et pour terminer, du coup, depuis la soutenance, comment ça va pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes devenu en tant que docteur? Du coup, je suis à terre, attaché temporaire d'enseignement et de recherche cette année à Brest. Ça a été, je pense, une des difficultés, c'est que au moment de la soutenance de thèse, j'étais en même temps dans les campagnes et les campagnes d'ATER, c'est un truc qui ressemble un peu à l'enfer d'une certaine manière. J'en ai fait 104, j'en pouvais plus, c'était horrible. Du coup, voilà, je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche. J'ai obtenu un postdoc pour l'an prochain, là. D'ailleurs, sur un projet que j'ai monté avec une des membres de mon jury, notamment. Enfin, on est 4 dans le projet, et dont une des membres de mon jury de thèse. Donc, voilà, ça c'est chouette. Et je reviens dans mon ancien labo, en plus, pour mon projet de recherche. Et voilà. Donc, finalement, ça va. Pour ma part, donc j'ai dû me réinscrire quand même pour passer tout début janvier. Il fallait que je sois encore étudiante, même si j'avais fini l'année précédente. Donc du coup, j'ai des charges de cours que je continue. Je fais le livre à partir de la thèse et effectivement, j'ai le nez dans les campagnes de recrutement à TER et plus la qualif et c'est pas super drôle. Voilà. Mais moi, du coup, j'ai enchaîné directement avec le postdoc que j'avais à l'étranger, qui s'est terminé en télétravail, postdoc télétravail. Moi, ça n'a pas été une période facile, mais je pense qu'on en reparlera peut-être dans un autre épisode de comment gérer l'après-thèse, parce que en fait, c'est un moment où, tout d'un coup, il n'y a plus une thèse qui occupe toutes les journées,
Et le cerveau aussi est un peu vide, c'est-à-dire que, enfin moi clairement j'ai eu un vide en fait après, surtout après avoir déposé plus qu'après la soutenance, mais après avoir déposé, ouais, il y a eu un espèce de vide et puis et puis un manque de motivation surtout. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de questionnements aussi parce que je suis pas sûre de continuer dans la recherche académique, donc voilà comment je me positionne, etc. Et même encore maintenant, mais là j'ai fini mon postdoc et puis je me lance plus dans une perspective pour le moment de consultante indépendante parce que je trouve pas ce qu'il me faut en fait dans la recherche académique. Donc j'essaye d'explorer de nouvelles façons de faire de la recherche aussi. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou que vous auriez voulu aborder? Ah oui, moi j'avais un truc. C'est que moi par exemple j'ai eu une requête de ma présidente parce qu'en fait je crois que on nous a posé la question, je sais plus sur Twitter ou sur Insta, je sais plus. Mais on nous a posé la question parce que moi ma présidente de jury ne voulait pas mélanger le présentiel et le visioconférence, par exemple. Ah, sur le Donc en fait, parce qu'il y a des jurys qui sont moitié-moitié maintenant. hybride, ouais. Et moi, je sais que ça a été une demande de ma présidente de jury de dire s'il y en a... En fait, s'il y en a un en visio, ok. Mais s'il y en a plus d'une personne en visio, tout le monde est en visio. Parce que pourtant, j'avais en gros 3 personnes sur 5 qui pouvaient venir. Mais au final, on a décidé... Enfin, qui auraient pu venir. Et notamment 2 parce qu'elles étaient en France, donc enfin voilà, à ce moment-là c'était possible. Mais le choix c'était de faire tout en présence, tout en distanciel. Et pour moi, je trouve ça plus simple en fait, parce que gérer les deux c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut gérer à la fois des problèmes techniques sur place, la gestion des micros sur place pour que les autres entendent à travers leur écran, etc. Je trouve que ça fait beaucoup de choses à gérer et c'est vrai que moi au final ça m'a pas dérangé. Mais moi, ça fait partie en tout cas d'une requête de ma présidente du jury. Donc il y a aussi cet aspect où faut demander et faire en fonction à la fois des règles qui sont dans l'école doctorale et à la fois de ce que requiert en fait le jury. C'est-à-dire qu'ils ont aussi leurs conditions d'une certaine manière, quoi. Pour en avoir vu quelques-unes des soutenances de ce type, je pense que je préfère vraiment avoir fait une soutenance comme j'ai fait dans mon salon. J'ai l'impression que ça a tous les défauts des deux parties. Ouais. Ça a le défaut du présentiel parce que c'est ce truc très, on doit se déplacer, on est un peu très, très cérémoniel, mais en plus, il n'y a pas de public. Et en plus, pour celle que j'ai vue, c'est là où il y a le plus de problèmes techniques parce que on n'entend pas les gens qui sont dans la salle. Enfin, c'est les pires que j'ai vus d'un point de vue technique. Et vraiment, vu qu'il n'y a pas de public, on se retrouve à la fin aussi avec son directeur de thèse, un ou deux membres du jury, mais de manière très brève. Et je sais pas, je préfère largement l'avoir fait dans mon salon que l'avoir fait moitié-moitié de cette manière-là, quoi. Ouais, là, je suis totalement d'accord. Il faut vraiment penser à ces aspects-là. C'est-à-dire que ça va être, en fait, il va falloir gérer 2 choses, et notamment la présentation. C'est pas évident de devoir gérer une présentation à la fois sur l'écran et à la fois pour des gens qui sont en présentiel, en fait. Parce que, en fait, c'est un peu comme ceux qui donnent cours en ce moment de manière hybride. C'est que le PowerPoint, il est projeté pour ceux qui sont ici, dans la salle. Mais du coup, comment on se positionne en fait? Comment on positionne son corps devant la caméra? Est-ce qu'on montre des choses sur PowerPoint? Enfin, en fait, c'est toute une réorganisation et en fait, au final, on peut pas être à 2 endroits en même temps. Enfin, moi, je trouve ça hyper difficile à gérer. Et puis, comme Adrien l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, au final, on n'a pas les bénéfices du présentiel parce que le jury, il part aussi à la fin. Parce que pour le moment, on est dans des conditions où on n'a pas le droit d'avoir du public. Donc, en fait, moi, les soutenances auxquelles j'ai assisté où c'était en hybride, c'est vrai que déjà, c'est celles qui ont eu le plus de retard, le plus de problèmes techniques avec des échos, enfin, vraiment, c'était pas agréable du tout. Et en fait, après, le jury est parti dès que la soutenance a été terminée, quoi. Donc, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de s'imposer ces doubles modalités. Et je pense que ça, faut vraiment y réfléchir avec son directeur et avec le jury de ce qui est possible de faire, mais aussi avec l'école doctorale. Parce qu'à un moment donné, moi, la condition, c'était que la présidente de mon jury et moi-même soyons sur place. Donc après, ça a changé. Mais en fait, en fonction des règles, etc., qui changent tous les 2 mois, voilà, il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire et qui demandent de s'adapter. Mais c'est vrai que c'est des contraintes supplémentaires, moi, je trouve, de faire en modèle hybride. Il y a, mine de rien, aussi un avantage, malgré tout ça, à l'écranisation de la thèse.
c'est que ça permet d'avoir plus facilement des jurys internationaux. Et ça, c'est un retour que j'ai entendu souvent, des gens qui ne pensaient pas avoir des gens au Canada ou je ne sais où, qui ont pu par ça. Donc il y a quand même cet avantage, je pense qu'il faut reconnaître à la situation. Merci à Alice, Adrien et Jeanne d'avoir échangé avec nous sur leur soutenance et félicitations à elles et eux d'être devenus docteurs. Vous pouvez retrouver Thésard sur Instagram et Twitter @thésard-es et par email thésard.es@gmail.com. Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir écouté Thésard jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortent toutes les 3 semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.